Le bada de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné que vous allez entendre, est un bada avec lequel nous inaugurons une formule qui consiste à diffuser le mercredi une sorte de mise en bouche de la thématique que nous mettrons en ligne le dimanche. La thématique porte sur Molière, l'invité est Georges Forestier qui a publié une biographie de celui dont on vient de célébrer le 400e anniversaire. Nous renouvellerons cette formule le 8 juin, à propos d'une thématique que nous diffuserons le 12 avec Bruno Patino sur les réseaux sociaux, les algorithmes et les possibilités de les réguler, et le 15 juin avec une thématique et une mise en bouche, 15 juin mise en bouche, 19 thématiques, avec Julien Lebotte à propos de son livre « Dans la tête de Mark Zuckerberg ». Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Georges Forestier, donc nous allons diffuser une thématique entière à partir de votre livre sur Molière, mais j'aimerais que vous nous disiez quelle était la réalité de la famille de Molière et à partir de quand la représentation en a été manipulée ou modifiée ou falsifiée. La famille de Molière est une famille de tapissiers, de père en fils. Et tapissier, c'est le haut du gratin des commerçants, puisque c'est le tapissier, c'est celui qui procure à la haute bourgeoisie et à l'aristocratie le superflu du mobilier, du confort, etc. Et donc, son père est tapissier, lui-même fils de tapissier. Du côté de sa mère, elle est fille de tapissier, lui-même fils de tapissier. Les oncles sont tapissiers. C'est vraiment voilà, voilà, c'est ça. Et en plus, le père de Molière achète une charge de tapissier valet de chambre du roi qui lui permet. La charge consiste à être présent tous les matins pendant un trimestre auprès du roi, pour refaire le lit du roi une fois qu'il s'est levé, qu'il est passé sur sa fauteuil, puis sur sa chaise percée pour discuter avec les principaux invités à ce moment-là. Et donc, parce qu'en fait, le tapissier, c'est lui qui veille sur l'ensemble du mobilier de la chambre. Donc, c'est un rôle très important. Ils sont deux chaque trimestre, parce que toutes les charges à l'époque, pour des raisons d'argent, étaient vendues et divisées en deux, etc. Donc, ils sont deux par trimestre. Ils sont 8 en tout, mais ils sont deux ensemble parce que la charge est aussi importante, parce que lorsque le roi se déplace, il va arriver s'il va à Fontainebleau comme chaque été, il va faire des étapes, et dans les étapes, et y compris à Fontainebleau, le château est vide. Donc, en fait, on envoie sa chambre. Et donc, il y a un premier tapissier qui part à la première étape, la veille du départ du roi. Et quand le roi arrive à cette première étape, il y a le deuxième tapissier qui part avec une deuxième chambre identique à celle de son palais, et ainsi de suite. Voilà comment ça tourne. D'où l'importance et ce qui permet à Molière, évidemment, d'avoir un accès au roi un trimestre par an. Lorsque le roi veut lui dire quelques mots, il lui dit. Alors ensuite, donc cette famille. Là, Molière jure en 1637 qu'il reprend la survivance de son père, c'est-à-dire que c'est une survivance agissante. Il n'aura pas besoin, s'il veut devenir tapissier, valet de chambre du roi, de racheter la charge. C'est ce qu'on appelle la survivance. Le roi autorise l'héritier à récupérer cette charge. Et en l'occurrence, c'est une survivance agissante. C'est-à-dire que le père ou le fils, quand le fils sera grand, peut être présent à la place l'un ou l'autre. Et Molière va évidemment s'en servir à partir de 1660, quand il va récupérer la charge à la mort de son frère, à qui il avait laissé la charge lorsqu'il était devenu comédien. Parce que ça va évidemment jouer grandement pour lui. Et donc, sa famille, lorsqu'il décide de tout abandonner... Alors, Molière, pour moi, c'est l'idiot de la famille au sens de Sartre pour Flaubert. C'est-à-dire celui qui a été programmé pour franchir une étape supplémentaire dans cette filiation de tapissier, dans l'ascension de la famille. Et c'est pour ça qu'on l'envoie à Orléans faire des études de droit. Je dis à Orléans parce qu'à Paris, on ne faisait que des études de droit religieux, de droit canon. Donc, il fallait aller en dehors de Paris pour faire du droit civil. Et
tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, en 43, il finit pas il reçoit pas, il prend pas ses licences, comme on dit. Il les achète même pas, à la différence de Charles Perrault qui raconte qu'il a passé une nuit à Orléans pour acheter ses licences et il est reparti licencié en droit. Donc, tout ça pour faire du théâtre. Et alors, à partir de ce moment-là, eh ben, c'est Charles Perrault lui-même, c'est ça qui est très intéressant, qui lance, vous savez, il publie à la fin du XVIIe siècle, Charles Perrault, deux magnifiques volumes qui s'appellent Les hommes illustres qui ont paru durant ce siècle. Gros in-folio avec des gravures pour une page et demie pour chaque grand personnage. Ça va du chef de guerre à Colbert, aux artistes, en passant par Molière dans le tome 1. Et c'est là qu'il se met à raconter le fait que quand Molière après a dessin, il a fait de très belles études. C'est très flou, c'est extraordinairement incroyable pour un homme qui a connu Molière comme Perrault a connu Molière. Mais c'était comme ça à l'époque qu'on faisait des petites bios, on inventait des trucs, on disait des généralités sur un grand homme. Évidemment, il a été très rapide à apprendre, il a très bien réussi dans ses études. Et quand il a voulu devenir comédien, eh ben, son père, il n'était pas content. Et du coup, il lui a envoyé son ancien précepteur pour convaincre Molière de ne pas devenir comédien. Le résultat des cours, c'est que le précepteur est devenu lui-même comédien, etc. Vous voyez, et c'est à partir de là que c'est déjà une pièce de théâtre, mais c'est voilà, c'est ça. C'est à partir de là que cette idée se démarre d'un père qui aurait voulu que son fils fasse la même chose que lui. Alors qu'en réalité, le père l'a aidé. Bien sûr. Le père, d'abord, il l'a poussé pour qu'il ne fasse pas la même chose que lui, pour franchir une étape supplémentaire dans l'ascension sociale. Et c'est le grand-père qui n'est pas content. Mais non, le grand-père, il entre dans la légende parce qu'on s'aperçoit que dès l'époque, le fameux schéma actuel où les grands-parents, qui ont été des parents sévères envers leurs enfants, deviennent des papas et des mamans gâteaux, eh bien, ça existait déjà à l'époque, puisque on imagine que Louis Cresset, le père de sa mère, donc, eh bien, lui, il a emmené le petit voir les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, et c'est grâce à ça qu'il aurait déclenché sa vocation. Et comme j'explique dans mon livre, je vois pas pourquoi Louis Cresset, petit-fils de tapissier, frère de tapissier, père de tapissier, beau-père avec le père de Molière de tapissier, aurait été plus libéral vis-à-vis de son fils, de son petit-fils que le père. Je veux dire, pour lui, le monde du théâtre, il devait l'aimer, il allait au théâtre, mais c'est tout. Donc voilà comment s'est fabriquée petit à petit cette petite légende. Nicole Liesotto. Alors, toujours sur ce thème de la famille, moi je voudrais aussi vous interroger sur l'autre famille, c'est-à-dire celle qu'il a créée lui-même, sa famille conjugale, si je puis dire, avec les Béjart. Ouais. Alors là aussi, il y a beaucoup de légendes ou même de scandales sur la vie privée de Molière. Est-ce que ça fait partie des légendes? Oui, il y a beaucoup de choses qui font partie de la légende. En revanche, alors, ce qui est compliqué, c'est que s'il y a eu des scandales après coup, c'est que on a laissé entendre dans des pamphlets après la mort de Molière contre Armande Béjart, parce qu'il y avait des pamphlets contre les comédiennes, parce que les comédiennes, c'était l'abomination. Elles s'exposaient en public, elles vivaient en groupe avec des hommes, elles étaient courtisées par les galants de la cour et tout. Donc, il y avait... Sulfureux. Voilà, donc il y avait facilement des pamphlets. La fameuse Chambellé, interprète préférée de Racine et sa maîtresse pendant quelques années, elle-même a été sujette à des pamphlets et à des épigrammes. Et Armande, elle est accusée, évidemment, d'avoir couché avec son père et d'avoir épousé avec son père. Alors, sur quoi ça repose? Sur le fait que... Effectivement, Armande était la fille de Madeleine. Donc, quand tout commence, quand Molière se lance dans le théâtre à partir du 1er janvier, début janvier 1643, et qu'en juin, la troupe de l'illustre théâtre est constituée devant notaire, dans laquelle il y a Joseph Béjart, l'aîné, Madeleine Béjart, qui a 2 ans de moins que lui, qui est né en 1618, Molière, bien sûr, Geneviève Béjart, qui a 4 ans de moins. Et puis c'est tout, puisqu'après, il y a le petit qui va les rejoindre, mais là, il a encore que 14 ans. Et donc, il y a une tribu, là, qui est celle des Béjart, avec une femme qui rayonne, qui s'appelle Madeleine Béjart. Et cette Madeleine Béjart, elle a été de 1638 à 1642 la maîtresse d'un très grand seigneur qui s'appelle le comte Esprit Raymond de Modène. Tantôt, il est appelé baron. Le duc de Guise, dans ses mémoires, parle de lui comme d'un baron. Ailleurs, il est appelé chevalier. Mais bref, bon, il a été élevé avec Gaston d'Orléans, frère du roi. Il était chambellan de ses affaires. Et donc, c'est un très grand seigneur qui est marié, qui a un fils qui s'appelle Gaston, puisque c'est le filleul de Gaston d'Orléans. Et donc, il vit quasiment... L'épouse, qui était plus âgée, s'est retirée à la campagne, dans son château. Et lui vit quasiment maritalement avec Madeleine Béjart, dont il a une première fille en 1638, baptisée à l'église Saint-Eustache, quoique adultérine, mais officiellement reconnue par
par lui, Esprit Raymond, et par Madeleine. Et puis, il en a une deuxième qui apparaît au tournant de 42 et de 43. Et là, lui, il s'est exilé il a participé à des conjurations contre Louis XIII et Richelieu. Il est exilé sur ces terres de Modène, là, dans le sud, près d'Avignon. Et donc, il faut lui donner un père à cet enfant. Et quel père on va lui donner? Pour l'instant, on ne va pas lui donner de père. On va retarder le baptême. On va juste la faire ondoyer, comme on faisait, et on va attendre. Et on attend quoi? Des années, et c'est 10 ans plus tard qu'elle va être baptisée. À un moment donné où la troupe, à ce moment-là, est en tournée, vit sur les routes, et on est à Montpellier. Elle va s'appeler Armande, parce que le protecteur de la troupe, à ce moment-là, s'appelle Armand de Bourbon, prince de Conti. Elle va s'appeler Grésinde parce que l'une des protectrices de la troupe, le lieutenant général, la femme d'un lieutenant général du Languedoc, s'appelle Grésinde de... J'ai oublié le nom de famille, mais peu importe. L'autre s'appelle Élisabeth, c'est la sœur d'un autre lieutenant général. Enfin, on s'aperçoit qu'elle est baptisée à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on déclare? Qu'elle est la fille de Joseph Béjart. Donc le père de Madeleine, le grand-père de la petite, en vérité, et de Marie Hervé, épouse Béjart. C'est-à-dire que, comme il fallait lui donner un père et une mère, on invente qu'elle est la fille de Joseph Béjart, le grand-père, et de la grand-mère, de la mère de Madeleine. Vous me suivez? Et en fait, ce qui est formidable, c'est que si on a attendu aussi longtemps avant de la baptiser, c'est parce que, en vérité, quand la petite naît, Joseph Béjart, il est mort depuis 1 an et demi. Et la mère, Marie Hervé, elle a 49 ans. Alors, tout arrive, hein, mais quand même, les chances que ces deux-là mettent un enfant au monde, c'est assez réduit. D'où le fait qu'on laisse passer du temps, que la petite, à partir du moment où elle est plus grande, à partir de 4-5 ans, à 1 an près, on ne sait pas quelle... Et donc, à ce moment-là, on va... Et du coup, mais au XVIIe siècle, tout le monde savait qu'Armande, c'était la fille de Madeleine. Sauf qu'il va falloir se marier. Et le mariage, lui, il entérine le fait que Armande, c'est la fille de Joseph Béjart et de Marie Hervé. Il lui faut un père et une mère légitimes. Mais même si tout le monde savait. Donc, c'est ça qui va créer l'ambiguïté sur la famille. C'est pour ça que certains disent, mais de qui vraiment est-elle la fille, etc. etc. Mais comme tout le monde savait au XVIIe siècle, on a j'ai trouvé... Il y a un célèbre médecin anti-circulatoire, vous savez, contre la circulation du sang, qui correspond à des diapharus, dont seulement que Molière. Il a une correspondance absolument merveilleuse. Et en plus, il avait commencé un petit livre, un petit carnet qui conservait la Bibliothèque nationale, dans lequel il notait des idées, des mots entendus. Et il dit Molière est marié à une charmante comédienne, fille de comédienne, et peut-être même la sienne propre, parce que chez ces gens-là, on n'y regarde pas de si près. Donc, vous voyez, voilà, il y a dû y avoir des plaisanteries au moment du mariage de Molière. Il épouse la fille de son ancienne maîtresse, mais peut-être même sa propre fille, mais c'était en rigolant. Et après, tout ça va se mettre en place, et ça va ressortir dans des pamphlets où on va dire que Molière a épousé sa propre fille. Marc-Olivier Padis. Je voudrais vous interroger sur Molière, chef de troupe. C'est une dimension très importante, et d'ailleurs qui explique peut-être la popularité de Molière encore aujourd'hui. Quand on voit des jeunes troupes, j'ai découvert par exemple une troupe qui s'est appelée Nouveau Théâtre Populaire, qui s'est installée à côté d'Angers avec rien, une scène, un tréteau. Et ils se sont mis à jouer du Molière, ouais. ce qui est quand même... Ils ont joué l'année dernière au Festival d'Avignon. Exactement, une espèce de marathon Molière qui vont reprendre au théâtre L'Azimut au sud de Paris, là où ils jouent le Tartuffe, Don Juan, Psyché en enchaînant. Et on se dit, mais ces jeunes acteurs, actrices, cette troupe, ils disent on repart de zéro, on réinvente le théâtre, et ils jouent Molière. C'est quand même surprenant. Et l'impression que j'ai, c'est parce que c'est l'effet troupe, quoi. Y a des rôles pour une troupe, non, dans les pièces de Molière. Est-ce que c'est ça qui joue? Ça joue aussi parce que les comédiens ils sont fascinés par une des pièces posthumes de Molière, qui a été représentée mais pas publiée par Molière, qui s'appelle L'Impromptu de Versailles, où on voit Molière au milieu de sa troupe. C'est une pièce absolument merveilleuse. Il s'agit de faire une répétition d'une sorte de critique de l'école des femmes pour le roi, et la troupe n'est pas prête. Donc voilà Molière qui appelle ses comédiens les uns après les autres. Les autres lui disent voilà, mais bon, on n'est pas pressé de venir parce qu'on ne connaît pas nos textes. Mais il dit mais comment ça se fait que vous ne connaissez pas votre texte, puisque c'est de la prose et que vous devriez pouvoir improviser. Mais on lui dit mais vous avez répondu à la commande du roi, mais c'est trop pressé. Et à ce moment-là, il y a des morceaux de répétition. Et on voit Molière qui met en place ses acteurs, qui explique à tel acteur que c'est pas ça l'accent. Voilà, vous et moi, dit-il à Lagrange, on joue deux marquis.
allez, commencez. Et à ce moment-là, Lagrange dit « Bonjour, marquis ». Mais alors, ce n'est pas le ton d'un marquis, il faut le pendre d'un peu plus haut. Écoutez-moi un peu. Bonjour, marquise. Et c'est là qu'on voit. Et donc, je pense qu'il y a une part de ça pour les comédiens qui connaissent tous cet imprimé du Versailles. Il y a cet aspect-là où Molière, effectivement, on le voit au milieu de sa troupe, à la fois révéré par sa troupe, à la fois homme capable de faire une mise en scène, parce que jusqu'au début du XXe siècle, la mise en scène, ça n'existait pas. C'était chaque acteur qui décidait de la manière dont il allait jouer son rôle, avec quelquefois un qui avait un peu plus d'impact sur les autres, qui coordonnait un peu les choses. Mais sinon, le métier de metteur en scène, c'est quelque chose de très récent et qui est devenu envahissant à partir depuis les années 60 et 70, au point qu'ils sont rivaux des auteurs maintenant, les metteurs en scène. Mais ça, c'est autre chose. Du temps de Molière, c'était pas du tout le cas. Alors, Molière, au milieu de sa troupe, ce qui est très intéressant de voir, c'est comment il commence par être un des membres de la troupe. Bon, quand on voit l'acte de création de l'Illustre Théâtre en 1643, il partage avec deux autres jeunes les premiers rôles. C'est écrit dans... Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il continue à jouer, puisque la troupe de l'Illustre Théâtre ne joue que des tragédies, ne crée que des tragédies nouvelles, et ils doivent reprendre des comédies, mais ils ne créent que des pièces qui sont des tragédies. Eh bien, ils jouent des rôles tragiques. On a retrouvé, par miracle, un exemplaire d'une pièce à grand spectacle, d'une pièce à machine, l'une des premières pièces à machine françaises, qui s'appelle Andromède de Pierre Corneille, dans laquelle une main inconnue, à l'époque, a noté en face des personnages les noms des acteurs de la troupe qu'il allait voir. C'était à Lyon. Alors on sait que la troupe a joué cette pièce-là. La pièce avait été créée en 50-51 à Paris. Elle est reprise par d'autres troupes en province. Et la troupe de Molière, dès que le livre paraît, hop, ça tombe dans le domaine public, on peut jouer la troupe. Et en face de Persée, puisque c'est dans Andromède, c'est le... Persée, vous savez, aux pieds ailés. Enfin, certains le montrent sur Pégase, mais en général, Persée, il a les pieds ailés. Et, eh bien, il devait jouer à l'origine le rôle de Phinée, le rival amoureux, et qui va être évidemment tué par Persée. Mais finalement, il joue le rôle de Persée. C'est-à-dire qu'il devait jouer l'un des deux premiers rôles, et il joue le premier. Donc, en fait, d'emblée, il joue des rôles de tragédie. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il est donc l'un des membres de la troupe. La troupe de l'Illustre Théâtre fait faillite. 4 d'entre eux, les 3 Béjart et lui, sont récupérés par la plus prestigieuse des troupes de campagne, la troupe du duc d'Épernon, gouverneur de la Guyenne, de l'Aquitaine actuelle. Et ils partent donc à partir de 1646 dans cette troupe. Et elle a un chef qui est très connu, qui s'appelle Dufresne. Et on s'aperçoit que petit à petit, assez rapidement, c'est Molière qui prend le contrôle de la troupe. Donc il y avait chez lui une aura très particulière. Et lorsque Conti, après avoir été à la fin de la Fronde, il doit capituler à Bordeaux le 31 juillet 1653, c'est vraiment la dernière ville, tout le reste de la France est pacifié, il capitule. En attendant son amnistie, il se retire dans un petit château familial, enfin un grand château à l'époque, aujourd'hui c'est un petit château, mais un grand château familial à Pézenas, à côté de Pézenas, le château de la Grange des Prés. Et là, il s'est retiré avec sa petite cour, 200 personnes, qui étaient sorties avec lui de Bordeaux. Et c'est le 4e personnage du royaume, Prince de Conti. Et là, on s'ennuie, et donc il faut des comédiens. Et on fait venir une troupe, et on s'aperçoit très vite que la troupe qui arrive, c'est celle qu'on appelle la troupe de Molière. Et les relations privilégiées qu'un mémorialiste qui était l'aumônier de Conti raconte après coup, qui dit qu'ils avaient des relations privilégiées. Conti aimait, qui était un homme très savant, très, très, très instruit, très intelligent, aimait à s'entretenir avec Molière. Donc on voit qu'il émerge. Et en plus, c'est le moment, le début des années 50, où la troupe a besoin, comme toutes les autres troupes de campagne, ils sont une centaine de troupes de campagne qui sillonnent la France. Il n'y a que 2 troupes permanentes à Paris. Le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, rue Mauconseil, et la troupe du Marais, rue Vieille du Temple. Et puis, pendant quelques mois, la troupe de l'Illustre Théâtre, qui s'installe rive gauche, et puis qui trouve pas son public, et qui donc fait faillite. Et le reste, ce sont des troupes de campagne, qui se forment et se déforment, parce que pendant les 3 semaines du carême où tout théâtre est interdit, c'est le grand marché, le mercato, comme on dit en foot aujourd'hui, le mercato des comédiens à Paris. Alors donc, certaines troupes puisent dans ce vivier, le Marais puise dans ce vivier, du coup l'Hôtel de Bourgogne pique les acteurs du Marais, et puis ces troupes, elles se reconstituent et elles partent sur les routes. Et quand elles se rencontrent dans une ville comme Lyon, où la troupe très souvent est à Lyon, la troupe de Molière, et qu'elles sont 2 ou 3 troupes à Lyon,
Qu'est-ce qui va faire la différence entre ces troupes qui ont toutes le même répertoire? Parce que leur répertoire, c'est les pièces du domaine public qui sont publiées et les grands succès. Parce que, comment dirais-je, dans les provinces, on réclame les succès parisiens. Donc, elles ont le même répertoire. Eh bien, quand on a la chance d'avoir un type qui a qui révèle un petit talent de plume et qui peut écrire des petites pièces en un acte qu'on va ajouter sur l'affiche avec le médecin volant de Monsieur de Molière, etc., etc., eh bien, c'est ça qui va faire la différence. Et lui, il écrit des petites pièces un peu meilleures que les autres. Georges Forestier, merci beaucoup. C'était une sorte de mise en bouche avant la thématique que nous consacrerons entièrement à votre livre d'ailleurs que nos auditeurs peuvent d'ores et déjà se mettre à lire afin d'encore mieux savourer la thématique que nous avons enregistrée avec vous. Merci beaucoup. Je vous remercie.